Y a-t-il des opportunités d'investissement dans les dossiers que vous m'avez demandé sur le canal dans le canal Telegram et en commentaire YouTube? On va regarder ça ensemble dans la vidéo. Vous pouvez rejoindre le canal Telegram via le commentaire épinglé de la vidéo. Comme ça, vous pouvez demander vos analyses. On va commencer tout de suite avec la sélection. Je vous présente d'abord les colonnes. Donc, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise. Ici, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US. Comme il y a des pays différents, ça permet de comparer aussi toutes les différentes valeurs dans une même devise. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples de valorisation, donc valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio court bénéfice, ratio court free cash flow. Les multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles. Rendement des capitaux investis, plutôt pour les sociétés industrielles. Rendement des fonds propres, ça c'est plutôt pour les sociétés financières, on n'en a pas ici. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, quand il y en a un, free cash flow par rapport au bénéfice net, pour vérifier le payout ratio, qui est la proportion de bénéfice net versé en dividende. Mais il faut se rappeler que le free cash flow paye le dividende. C'est avec le free cash flow qu'on paye le dividende, donc il faut qu'il soit un minimum équivalent au bénéfice net, c'est free cash flow, pour que le payout ratio ait un sens. Allez, on commence avec ArcelorMittal. C'est un secteur que j'aime bien. La sidérurgie, l'acier en général. Donc moi, je suis exposé au secteur via Jacques Metals, mais c'est à peu près les mêmes problématiques. C'est le prix de l'acier. On est en surcapacité à cause des exportations chinoises et du dumping chinois. Donc c'est le cas aussi, par exemple, en Inde, en Europe. Aux États-Unis, je crois qu'ils sont plus protégés avec les tarifs douaniers de Trump. C'est pour ça aussi qu'on a des sociétés qui s'en sortent mieux grâce à notamment ArcelorMittal et Aperam aussi, qui ont des activités aux États-Unis, ce qui leur permet d'être protégés en fait via l'acier chinois. En Europe, c'est pas le cas, donc ça pèse sur le prix de l'acier européen. Du coup, alors ArcelorMittal, on est sur un sidérurgiste, 25 milliards et demi de market cap, c'est quand même une large cap. Pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, mais en même temps, c'est quand même très cyclique. Et il faut regarder aussi la croissance en volume, parce que en fait, pour les prix, on n'a quasiment pas de prise, vu que c'est déjà on est inondé de produits chinois. Et en plus, c'est une commodité, donc on subit la variation des matières premières. Bon, donc il faut plutôt regarder une croissance en volume ici. En termes de valorisation par les flux, il y a deux choses à dire. Donc c'est pas cher en valeur d'entreprise sur EBITDA, 6. En revanche, en PE, en price free cash flow, ça a l'air relativement élevé. Enfin, allez, 10 en PE, c'est pas très cher, mais en termes de free cash flow, par contre, c'est élevé. Ils ont une dépense en capital qui est intéressante, qui est importante, pardon. Et donc, ça impacte les free cash flow. On est plutôt en bas de cycle, en fait, sur l'acier. Ça, c'est un petit peu reparti depuis le début de l'année, mais rien de fantastique. Donc, les multiples sont bas ici. Et ce que vous avez en bonus sur ArcelorMittal, c'est 50% de décote sur actifs tangibles. Alors, il faut aller voir de quoi ils sont constitués, ces actifs tangibles. Mais pour un acteur pour un acteur de la sidérurgie, en fait, ce sont justement les usines, les stocks, les matières premières, etc. Donc, ce sont des vrais actifs tangibles. La rentabilité est en berne, c'est 3% rendement des capitaux investis, c'est normal, on est en bas de cycle. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais timing et que c'est un mauvais investissement. D'ailleurs, il faut se dire que sur ce type de dossier deep value, parce que 50% des cotes sur actifs tangibles, c'est deep value, en fait, il faut les acheter plutôt en bas de cycle quand la rentabilité est faible et qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, parce que d'une part, on est protégé par ces actifs tangibles, donc ça ne va pas baisser beaucoup plus. Et quand le cycle repartira, la rentabilité va repartir naturellement. Donc, c'est pas si mal. Pareil pour le levier, il a l'air élevé, 2,7 fois l'EBITDA en dette nette, mais ça, c'est en réalité parce que l'EBITDA est cycliquement un peu faible. Bon, il y a un peu de dette nette aussi quand même, il faut le reconnaître, mais c'est un niveau qui reste gérable pour Arcelor. 1,3 fois 1,3% de rendement du dividende, c'est anecdotique, il ne faut pas se compter du tout sur le dividende, et même quand ça va bien, bon, le dividende montera, mais c'est pas une société avec un dividende en augmentation régulière, c'est trop cyclique pour ça. Avec le payout ratio qui est soutenable en termes de bénéfice net, en termes de free cash flow, c'est un peu moins le cas, mais bon, on est en dessous de 50%, donc ça reste honnête. Donc ArcelorMittal, moi j'aime bien, ça va dans le même sens que ma thèse d'investissement sur Jacques Metals, reprise de l'activité en Europe, reprise des prix également. En bonus, il faut surveiller si la Commission européenne ne met pas des mesures douanières supplémentaires face à l'acier chinois. Ça soutiendrait fortement les acteurs du secteur. Sur Nokia maintenant, on est sur un acteur qui s'est maintenant recentré plutôt sur tout ce qui est réseau. Avant, ils avaient beaucoup d'activités, justement, le téléphonie mobile, etc. Ils ont été complètement disruptés. Donc, maintenant, ça en fait une entreprise un peu plus recentrée sur des activités un peu plus profitables. Donc, 22,3 milliards de dollars de market cap, c'est quand même une large cap. C'est coté en Finlande, donc il y a c'est finlandais. On a une décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, pareil, il faut aller voir pourquoi.
Ils opèrent sur des secteurs qui sont matures. Il faut regarder aussi s'ils ne cèdent pas des activités. Je pense qu'il y a des changements de périmètre aussi sur Nokia, hein. On est à 7 en VE sur EBITDA, 21 en PE et 13 en price to free cash flow. C'est pas excessivement cher, hein. C'est pas excessivement cher, c'est plutôt accessible, hein, comme valorisation. On est sur 7% de rendement des capitaux investis, plutôt convenable, on va dire, pour une société industrielle et européenne en plus, hein. Les taxes sont plus élevées en Europe, donc quand on compare aux États-Unis, il faut en tenir compte, hein. On est cash net sur le dossier, donc ça sécurise un peu plus cette valeur. 4% de rendement du dividende, ça c'est intéressant. On est sur un payout ratio de 69%, mais de free cash flow qui sont bien plus élevés que le bénéfice net, donc ce dividende est soutenable. Donc Nokia, d'un point de vue value, c'est intéressant. Pour clarifier le point sur la décroissance ici, est-ce que c'est de la décroissance organique? En gros, est-ce que c'est de la vraie décroissance au sens pas de changement de périmètre que c'est surtout ça qu'il faut regarder, à mon avis. Pas de changement de périmètre, parce qu'au niveau des prix, normalement, c'est eux qui fixent les prix, hein. Ils sont quand même leaders dans leur segment d'activité, une fois qu'ils sont centrés. Donc là, il faut regarder d'où ça vient cette décroissance et clarifier s'il y a des chances que ça se reprenne un petit peu. Autrement, c'est quand même intéressant à ce niveau, je pense. Si vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Singapore Airlines. C'est une compagnie aérienne, donc c'est la compagnie aérienne nationale singapourienne. Un point à vérifier, est-ce que l'État singapourien est au capital? Je crois que oui, via ses fonds, hein. Il y a deux fonds souverains à Singapour. Il y a Temasek et il y a un autre fonds dont le nom m'échappe. Donc ils sont actionnaires de ces entreprises, hein, via les fonds de pension. Mais c'est bien, hein, ils gardent la maîtrise de leurs industries. Singapore Airlines, c'est très qualitatif, hein. Pour l'avoir pris plusieurs fois, c'est une très belle compagnie aérienne, plutôt positionnée sur le haut de gamme. On est sur 15 milliards de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annuel sur 5 ans, 6 en VE sur EBITDA, c'est peu cher, 8 en PE, 7 en price to free cash flow. Pourquoi est-ce que c'est aussi peu cher? Intéressant, hein, parce que moi je pense que c'est une entreprise de qualité. Après, le secteur aérien est très très compétitif. On a aussi les problématiques liées aussi à la hausse des carburants, hein. La hausse du prix du pétrole, ça impacte directement ces entreprises. Mais je pense que Singapore Airlines mérite des multiples un peu plus élevés, à comparer à d'autres compagnies aériennes un peu plus premium, on va dire, si vous regardez Qatar Airlines ou équivalent, ou Emirates. Je pense qu'on est dans ce niveau-là, hein, de positionnement, donc il faut regarder les multiples face à ces concurrents-là. En tout cas, c'est value ici. On est à 5,4% de rendement de capital investi. Par contre, la rentabilité est plutôt faible, hein. Les concurrents sont un peu plus rentables, hein, de mémoire. Donc, en revanche, on a un énorme rendement des fonds propres. Donc là, il faudrait regarder si on n'a pas du gain financier qui vient des participations mises en équivalence. C'est ce qu'on a des participations dans d'autres compagnies aériennes. Ça arrive d'avoir des participations croisées, hein, pour les compagnies aériennes. Donc, à vérifier ce point. Donc, du coup, ça montre la rentabilité du dossier quand même, hein, et un peu plus, ça le rend un peu plus qualitatif. Une fois l'EBITDA en dette nette, donc il n'y a pas trop de dettes à signaler, c'est plutôt bien. 6% de rendement du dividende, c'est quand même copieux. Et c'est bien sécurisé par les free cash flow. Donc Singapore Airlines, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, le secteur aérien, j'en suis structurellement à l'écart, c'est trop compétitif comme secteur et ça dépend trop des prix des matières premières. Donc les prix des hydrocarbures. Donc, ils peuvent se hedger, hein. Par exemple, Ryanair fait pas mal de hedging sur le carburant, ça les aide. Mais ça, c'est un peu spéculatif, je trouve. Donc voilà, c'est un élément qui me fait tenir plutôt à l'écart du secteur aérien. Ensuite, Vår Energi, ça c'est une ligne qui est dans le fond Europe d'indépendance AN. On est sur, alors je vous ai d'ailleurs sorti le site web, donc on est sur l'exploitation pétrolière en Norvège. C'est une entreprise qui extrait des hydrocarbures et donc du gaz et du pétrole. Voilà. Bon, assez classique, hein. En général, ce sont des investissements typiquement value, puisqu'on serait sur des multiples très bas. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, 8,4 milliards de dollars de market cap. Donc, c'est plutôt une grosse mid-cap, une petite large cap, si vous voulez. C'est pas coté depuis très longtemps, parce que ça a moins de 5 ans d'historique. Donc, il faut regarder la croissance sur les quelques dernières années. Et toujours pareil, il faut regarder la croissance en volume et pas croissance globale, parce qu'on subit la variation de prix. 2 en VE sur EBITDA, 14 en PE, 8 en price to free cash flow. C'est très, très value. C'est pas du tout cher. Donc, ça peut être intéressant. 11% rendement du capital investi pour une entreprise qui est intensive en capital, c'est plutôt pas mal. Et attention, le rendement des fonds propres est très élevé, hein, 56%. Donc ça, il faut regarder, mais je pense qu'ils rachètent leurs actions pour les annuler, hein, forcément. Rendement des fonds propres, c'est au dénominateur. Vous avez les fonds propres, et si on rachète des actions pour les annuler, vos fonds propres ils diminuent, donc ça booste le rendement des fonds propres. Une fois les bilan net, donc ça c'est bien, un bilan qui n'est pas trop lourd, et on a un rendement du dividende qui est colossal, à 14% de rendement du dividende, payout ratio à 173%, mais on est sur des free cash flow qui sont presque au double.
des bénéfices nets. Donc, je pense que ce dividende-là, il était soutenable. Bon, alors, il est un peu élevé quand même, hein, je pense. Il ne faut pas s'attendre à ce niveau-là, mais je pense qu'on peut soutenir du 10% sur cette entreprise. Très beau dossier value, hein, celui-là. Après, il faut avoir accès à la Norvège via votre courtier, mais c'est intéressant en tout cas. Et je pense que, et j'en suis quasiment sûr que cette entreprise doit être éligible PEA, puisque en entreprise éligible PEA, il faut avoir son siège social en Europe. Donc, Vin Énergie, c'est le cas. Ensuite, on est sur Krones. Alors, Krones, eux, c'est une société allemande et ils font des chaînes de production pour l'alimentaire et les boissons. Donc, plutôt industriel, hein, assez intéressant. Donc, on est sur 5 milliards de dollars de market cap, 7,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, bonne croissance, c'est plutôt bien. Il faut regarder si c'est de l'organique, mais je pense que c'est le cas, hein, vu la taille de la boîte. Peut-être qu'ils font des petites acquisitions. 7 en BE sur EBITDA, 14 en PE, 16 en price sur free cash flow. Globalement, c'est value, je trouve. Hein. C'est pas très cher payé. 13,4% vraiment des capitaux investis. Très bonne rentabilité pour une société industrielle, ça c'est bien. Cash net sur ce dossier. Donc, pas de problème sur le bilan. 2% de rendement du dividende, c'est intéressant avec un payout ratio qui est encore un peu faible. Donc, ce dividende, il va pouvoir monter tranquillement. Ça, c'est un bon petit dossier industriel allemand, pas très cher payé, qui, à mon avis, en plus, ont une activité plutôt résiliente, hein, vu que leurs clients, ce sont des producteurs. Ça va être des producteurs d'aliments et de boissons. Et donc, du coup, c'est la consommation non discrétionnaire. Donc, c'est un peu de la dépense de prince, donc je pense que c'est plutôt assuré au niveau du carnet de commande chez Krones. Donc plutôt bien, intéressant ce dossier. Ensuite, on est sur SPS Commerce. Alors ça, c'est une société états-unienne, américaine si vous préférez, qui fait un logiciel de logistique. Donc tout ce qui permet de suivre on va dire la logistique, la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement des produits. Très bien, donc du logiciel, on est sur 4 milliards de dollars de market cap, 19% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annuel sur 5 ans, donc une forte croissance, intéressant ici. Donc les multiples forcément s'alignent avec cette forte croissance. D'une part, on est aux États-Unis, donc les multiples sont un peu plus élevés qu'en Europe. D'autre part, on fait de la croissance, donc on a les multiples, on va dire passés, puisque là, c'est les multiples des 12 derniers mois, hein, qui sont élevés. Pour ce genre d'entreprise de croissance, il faut regarder les multiples forward, c'est-à-dire pour les 12, 24, 36 prochains mois, puisqu'on fait de la croissance assez forte. La rentabilité n'est pas exceptionnelle pour du logiciel. Ça doit vouloir dire qu'ils sont encore en phase de croissance, ils sont encore en phase de conquête des parts des marchés. Donc, quand c'est le cas, en fait, on n'est pas forcément très rentable au début, mais ça monte progressivement. Bon, 8,6, ça reste raisonnable, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais non plus. Et puis ça devrait augmenter par la suite hein, s'ils gagnent des parts de marché. Cash net sur le dossier, très bien, donc il n'y a pas de problème au niveau du bilan, pas de dividende évidemment versé pour l'instant, on fait de la croissance. Donc voilà, ça peut être intéressant, hein, s'il faut regarder plutôt dans une optique croissance. Cette entreprise, ça reste encore, au sens américain, c'est une small cap, hein, ou allez, peut-être une mid cap si vous voulez, mais c'est pas une très grosse, entreprise. Il faut regarder si elle est incluse dans des indices, elle ne doit pas être incluse, cette société dans des indices, elle doit être incluse dans le Russell 2000 par exemple, ce genre d'indices, mais pas dans des indices de large cap. Donc, à mon avis, il y a du potentiel de croissance sur cette entreprise, ça peut être intéressant. Soitec, donc là, on est dans les semi-conducteurs, mais c'est plutôt eux, ils produisent des wafers, en fait, pour les semi-conducteurs, si je me souviens bien. Donc, c'est plutôt des clients qui sont producteurs de semi-conducteurs, mais eux, ils produisent un des inputs de cette production. 1,6 milliard de dollars de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a quand même une croissance qui est soutenue. 6 en BE sur EBITDA, 16 en PE, 49 en price sur cash flow. Donc, il y a potentiellement une dépense en capital qui est élevée, et bon, c'est pas potentiellement, il y a une dépense en capital qui est élevée, ce qui explique que les free cash flow sont bas. Il faut regarder si c'est structurel ou conjoncturel. Moi, je pense que c'est plutôt ponctuellement, ils augmentent la dépense en capital pour la croissance qui va arriver, que c'est pas un souci qu'il y ait des free cash flow plus bas que le bénéfice net. Il faut regarder sur la longue route, est-ce que ça s'équilibre bien ou est-ce que les free cash flow commencent à devenir supérieurs au bénéfice net. Donc, dans quel cas, ça veut dire que l'entreprise commence à dégager sérieusement du cash. Bon, au niveau de la valorisation, c'est pas cher. En rentabilité, par contre, c'est pas exceptionnel. On a 5% de rendement des capitaux investis. On est plutôt en bas de cycle encore sur les semi-conducteurs. Donc, ça peut se comprendre, cette rentabilité, il faut que ça monte. Il faut que ça monte pour rendre le dossier un peu plus qualitatif. Un peu de dette à signaler, mais c'est pas grand-chose. 0,3 fois les bilans de dette nette et pas de dividende, ce qui est sain si on est en bas de cycle. Donc, c'est plutôt une société encore de croissance. Donc, je pense pas qu'il verse déjà du dividende. Donc, Soitec, pourquoi pas? Je pense que d'un point de vue timing, c'est pas trop mauvais maintenant, vu que ça se reprend quand même le cycle des semi-conducteurs, le bas cycle quand même, derrière la boîte. La seule qui serait un peu dans ce secteur, un peu compliqué en France, c'est,
ST Microelectronics, hein, eux, ils sont très exposés à l'automobile, qui est vraiment encore en difficulté. Mais autrement, Soitec, eux, je pense qu'ils sont pas trop mal positionnés. Il faut que la rentabilité remonte, sinon c'est plutôt bien et d'un point de vue valorisation, c'est pas très cher. Worldline, bon ça, c'est un dossier, couteau qui tombe. Est-ce que c'est le moment de jouer la recovery? William Higgins s'est cramé les doigts là-dessus avec, le fonds France. Il l'a sorti parce que, malheureusement, il y a eu, des publications qui sont mauvaises encore, ça continue et récemment, il y a eu une polémique sur des clients en fait, potentiellement du blanchiment d'argent. C'est le problème avec, ces sociétés du secteur du paiement, hein, c'est que pour, réduire les coûts, ils automatisent pas mal de choses, sauf que au niveau des contrôles, bah, on peut laisser passer, des dossiers un peu douteux et donc ça risque de leur tomber dessus. Voilà et ça leur est tombé dessus d'un point de vue légal, après je sais pas ce qui va se passer. Bon bah, ça se reflète tous ces problèmes-là se reflètent dans les multiples, hein, donc bon, il y a une forte croissance, 14,4 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est plutôt une forte croissance. En revanche, on pourrait ne pas comprendre pourquoi les multiples sont aussi bas, mais en fait, c'est à cause des problèmes que l'entreprise rencontre, hein. 6 en VE sur EBITDA, 3 en price to free cash flow, 3 dans le monde des capitaux investis, hein. Forte croissance, mais pas rentable en fait, hein. 3 c'est très faible. On fait des pertes nettes, 5,3 milliards de pertes nettes. Donc là, ils sont en train de déprécier massivement, les erreurs passées. Donc c'est de la dépense non cash. En revanche, ça n'impacte pas les free cash flow. Les free cash flow sont positifs, et ça se paye très, très peu cher, hein. Mais le problème, c'est est-ce que ça va s'améliorer ou pas? Donc est-ce que c'est un couteau qui tombe et est-ce que en fait, ça va continuer à se dégrader? À l'heure actuelle, c'est pas cher, je suis d'accord, mais c'est très risqué. On a beaucoup de dettes en fait, hein, 2,6 de dette nette sur EBITDA. Vu la qualité du dossier, ça augmente encore le risque, hein. Donc moi, Worldline, je pense, qu'il vaut mieux s'en tenir à l'écart. C'est plutôt spéculatif maintenant. Assystem, on est sur une société de services en ingénierie. Eux, ils sont très orientés nucléaire, si je me souviens bien. Donc, on est, sur quand même, des clients qui ont de la visibilité, il y a du carnet de commandes et donc, un système est bien positionné. 800 millions de dollars de market cap, c'est une petite mid cap, 4 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc la croissance, maintenant, elle est plutôt faible et les multiples sont quand même très élevés, hein. Donc, attention, il y a des choses à vérifier. Pourquoi est-ce que l'EBITDA est aussi faible? Pourquoi est-ce que les bénéfices nets sont aussi faibles? Et pourquoi les free cash flow sont aussi faibles? Là, les 3 qui sont aussi faibles, en même temps, c'est peut-être qu'il y a un problème ponctuellement ou structurellement. Parce que si c'est structurel, il vaut mieux éviter. Par contre, si c'est un problème ponctuel que vous savez expliquer, pourquoi pas? Mais là, il faut voir, hein, parce que même si enfin, avoir un EBITDA aussi qui est faible, ça, c'est compliqué, hein. C'est-à-dire qu'opérationnellement, on gagne pas d'argent, hein. 3 dans le monde des capitaux investis, ouais, compliqué. Donc là, c'est plutôt une recovery, j'ai l'impression, cette entreprise, hein. 3,2 fois l'EBITDA en dette nette, il y a beaucoup de dettes. 2 de dividendes. On verse du dividende. Bon, on a quand même des free cash flow, mais c'est pas soutenable. Même ce dividende, même avec les free cash flow, c'est pas soutenable. Donc, à système, c'est là, je crois que j'ai l'impression que c'est un dossier recovery. Ça m'a l'air compliqué. Ça m'a l'air compliqué. Il y a encore beaucoup trop de dettes. Voilà, peut-être attendre un petit peu quelques publications que les métriques s'améliorent un petit peu, parce que là, pour l'instant, je pense que c'est pas opportun d'un point de vue timing. Ensuite, on est sur Judge Scientific. Alors, eux, ils font, donc c'est ici, ils font de l'acquisition et du développement de portefeuilles d'instruments scientifiques. Voilà, c'est plutôt niche, hein, ouais. Ils font de l'acquisition de machines de mesure scientifiques. Ils ont l'air d'avoir un portefeuille assez diversifié, assez copieux, hein, donc plutôt bon. Voilà, c'est plutôt des marchés de niche, à mon avis, ce qui est pas mal. Quand on est sur un marché de niche, eh bien, quand on est leader de plusieurs marchés de niche, ça permet quand même d'avoir une rentabilité, très élevée, hein, donc à considérer. C'est une small cap, c'est coté, au Royaume-Uni, hein, PLC, c'est-à-dire Public Limited Company, donc ça, c'est au Royaume-Uni. 533 millions de dollars de market cap, 10 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a une forte croissance. Les multiples sont pas exorbitants pour une entreprise qui a quand même une bonne croissance. On a 16 en VE sur EBITDA, 42 en PE. Attention, donc il y a du non-cash qui impacte le résultat net, parce que si on regarde les free cash flow, eux sont plus élevés, hein. Et 18 en price to free cash flow, ça reste raisonnable. Bon, je dis pas que c'est pas cher, hein. C'est raisonnable comme valorisation, limite un petit peu cher, mais c'est pas exorbitant pour la croissance et la bonne qualité, hein. 9,6% vraiment des capitaux investis, c'est quand même pas mal. On est à 1,6 en termes de dette nette sur EBITDA. Un peu de dette, mais rien de. Je pense que la dette monte pour cette boîte quand ils font des acquisitions. Voilà. Quand ils font de la croissance externe, ce qui est bien, ce qui fait monter la croissance du chiffre d'affaires, mais ça fait monter aussi la dette en même temps, ce qui est normal, hein. 1,8% de rendement du dividende avec un payout ratio qui est élevé en termes de
bénéfice net, mais pas en termes de free cash flow, on est sur 35%. Donc ce dividende, il est soutenable, il peut même monter par la suite. Pourquoi pas? Dossier un peu niche, ce qui est bien, quand on est sur une niche et qu'on est leader de la niche, on peut monter les prix tranquille, on a un moat et avoir une bonne rentabilité, donc ça permet de dégager du cash. Donc un dossier intéressant. Sur SideTrade, ici, on est sur une entreprise qui est spécialisée dans la collecte de créances. C'est du logiciel. Alors, donc ils vendent un peu un narratif IA, bien sûr, comme tout le monde. 349 millions de dollars de market cap, 16,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc la forte croissance. Ça se ressent dans les multiples. 34 en VE sur EBITDA, 46 en PE, 39 en price to cash flow, c'est très cher. 16% de rendement du capital investi, ça c'est plutôt pas mal. C'est une rentabilité de logiciel, donc très bien. Pour le logiciel, on doit être à ce niveau-là. On peut être un peu en dessous de ça. On va dire qu'ici, c'est quand même bien, hein, même pour du logiciel, surtout en Europe, hein, parce que je vous rappelle que dans le rendement des capitaux investis, au numérateur, c'est le profit après taxes. Hein. Les taxes sont plus élevées en Europe qu'aux États-Unis, donc ça handicape un peu les entreprises européennes. Bon, donc 16%, c'est quand même pas mal. Cash net sur le dossier, pas de dividende versé. Un bon dossier de croissance. Maintenant, les multiples sont élevés, donc si vous allez sur ce genre de dossier de croissance, il va falloir garder l'entreprise minimum 5 à 10 ans, hein, pour pallier à un éventuel mauvais point d'entrée d'un point de vue multiple. Actuellement, on va dire d'un point de vue multiple, le point d'entrée n'est pas forcément idéal, mais c'est pas sûr que le multiple baisse. Hein. Si la croissance se maintient et même accélère, le multiple peut monter. Mais si on garde sur le long terme, on fait la croissance des bénéfices, et avec une telle croissance du chiffre d'affaires, la croissance du bénéfice, à mon avis, elle va être aussi élevée. Donc pourquoi pas, mais pour du long terme. Ensuite, sur LDLC. Donc eux, leur heure de gloire, ça a été pendant la période de confinement, etc., puisque ils ont aussi profité de la pénurie de composants, hein, tout ce qui était électronique, et de la forte demande. Depuis, ça s'est un peu, voilà, ralenti quand même. Hein. Alors, il n'y a pas les métriques, malheureusement. Je ne peux pas faire grand-chose, donc il faudrait faire un zoom sur la boîte. Maintenant, ce qu'on peut se dire, hein, c'est que sur les 12 derniers mois, ils ont fait une perte nette, et en termes de free cash flow, ils ont, pareil, fait une perte. Donc ça, c'est pas très bon. La dette n'est pas très élevée, hein, donc ça permet aussi quand même de rendre le dossier un peu moins fragile. Ils ont versé du dividende, mais à crédit. Bon, ça, c'est pas très malin. Voilà, il n'y a pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, mais je pense qu'il y a eu plusieurs cycles. C'est pour ça que la croissance est plutôt faible. Mais en fait, voilà, les multiples ne sont pas définis parce qu'en fait, on fait pas de résultat opérationnel, pas de résultat net et pas de free cash flow. Bon, dans ces conditions, moi, je ne rentre pas sur un dossier. Quand on fait des pertes nettes, il faut regarder sur les toutes dernières publications. Donc sur le dernier trimestre, est-ce qu'on revient en positif ou pas? Dans ce cas-là, peut-être qu'on peut regarder le dossier, mais ça ne veut pas dire qu'on peut y investir. Il faut sérieusement se questionner quel est l'avantage concurrentiel de LDLC, pardon. Ils sont positionnés sur la distribution de matériel électronique. C'est quoi l'avantage concurrentiel face à des Asiatiques qui font la même chose, hein. Moi, j'ai un doute, hein, sur la viabilité de ce modèle d'affaires sur LDLC. C'est une micro-cap en plus. Attention sur la micro-cap, il n'y a pas beaucoup de liquidité. Vous avez potentiellement en plus des conventions réglementées qui alignent pas les intérêts des managers fondateurs avec les minoritaires. Donc franchement, double précaution. On fait des pertes, c'est une micro-cap, dangereux quand même, hein, attention. Lexibook. Donc eux, ils font de l'électronique grand public pour des solutions d'apprentissage, pour des jouets, etc. Donc c'est une micro-cap également. Attention sur une micro-cap, toujours pareil, liquidité, convention réglementée, alignement du manager fondateur souvent avec les minoritaires. Ça, il faut bien lire la documentation et voir, voilà, hein, si les intérêts sont bien alignés. Hein, parce que sur les mid-cap et large-cap, c'est moins un problème puisque vous avez des organes de gouvernance comme le conseil d'administration, le conseil de surveillance, qui vont essayer de vérifier que le management ça fait pas n'importe quoi. Sur les petites boîtes, c'est pas le cas. Sur les micro-caps, surtout sur les nano-caps, c'est pas le cas. Donc attention à ça. Hein. 26% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est une très très forte croissance. Et pourtant les multiples sont microscopiques. 4 en VE sur EBITDA, 6 en PE, 8 en price to free cash flow. C'est value, c'est complètement value, énorme rentabilité, 26% de rendement des capitaux investis, pas de dette à signaler. C'est un bon dossier, hein, d'un point de vue quantitatif. Vérifiez bien l'alignement avec les minoritaires. Parce qu'on peut avoir des super bonnes métriques, mais en fait, on ne voit pas le cash en tant que minoritaire si le majoritaire s'est foutu des conventions réglementées où ils se pompent des royalties tranquillement sur le dos des minoritaires. Donc ça, il faut bien vérifier. Autrement, c'est un très très bon dossier. Il y a une forte croissance, il y a une forte rentabilité et il y a des multiples value. Donc voilà, à considérer. Et voici pour cette revue des dossiers abonnés.
J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!